Bonsoir à tous, c'est toujours avec autant de plaisir que nous vous retrouvons le jeudi soir, d'autant plus que ce soir, nous allons avoir une soirée spéciale. Alors, aux machines, Johan le Magnifique, au chat, Laurence, notre voix. Alors, le chat, je ne le présente plus, je sais que vous savez tous vous en servir, donc utilisez-le. Alors, notre soirée spéciale, c'est parce qu'on va tenter de répondre à des questions qui sont: quelle fut la place des femmes artistes jusqu'au XVIIIe siècle et comment et à quel prix se sont-elles imposées? Évidemment, vous avez reconnu Beate Bauer. Bonsoir Beate. Bonsoir. Bonsoir Beate. Et pour ceux qui suivent l'œuvre à nu, nous avions eu l'honneur de recevoir Beate l'année dernière, ça doit faire 1 an. Oui. Où là, tu étais venue pour parler de ton travail, de tes œuvres. Tu étais venue pour nous présenter des œuvres. Mais là, ce soir, tu es là en tant que historienne de l'art. Oui. Et je présente mes collègues femmes. On me dit parfois, des grandes femmes peintres, mais ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce que je réponds ? C'est un peu difficile de citer des noms qui sont absolument pas connus au grand public. Alors, il n'y a-t-il pas de génie féminin en art ? Écoutons le philosophe Arthur Schopenhauer, 1788 à 1860. Il dit : chez les femmes, la capacité de créativité n'existe pas. Ah bon ? Voilà, il faut vivre avec ça. Mais à la fin de la vie, sa vie, il se reprend. Parce qu'il découvre son buste créé par une sculptrice, par Elisabeth Ney, en 1859. Et il écrit à une amie : par rapport aux femmes, je n'ai pas dit mon dernier mot. Et là, il révise vraiment son opinion, parce qu'il dit même, quand une femme s'élève au-dessus de la masse, elle se hisse inévitablement plus haut qu'un homme. Ah, il a tout compris, voilà, il a tout revu. Il a mis une vie pour comprendre. Une vie pour comprendre. Mais le mal est fait. Schopenhauer, avec son mépris des femmes, a influencé les générations d'historiens d'art, et l'histoire de l'art est très fort au XIXe siècle. Et pourquoi ? On a au XIXe siècle la tendance de replacer la femme au foyer. L'homme épouse une femme, il aime beaucoup qu'elle soit bien instruite, qu'elle connaît la musique, la peinture, la broderie, la décoration d'intérieur, mais elle-même est plus ou moins une décoration pour l'homme. Je polémique, mais c'est à peu près comme ça. Sur le chat, vous pouvez C'est répondre. la femme bourgeoise idéale qui connaît tout, qui fait peut-être aussi un tout petit peu des aquarelles, des paysages, Des dessins, quoi. des dessins de ses enfants. Mais surtout, il ne faut pas qu'elle a une ambition professionnelle. Au même temps, nous trouvons des artistes au XIXe siècle, des artistes femmes. Et un grand combat commence alors entre les femmes qui veulent s'imposer et les hommes dans la société, dans la bonne société qui ne veulent pas, mais surtout les historiens d'art. L'art pictural est anonyme jusqu'à la Renaissance. À la Renaissance, l'art devient, avec l'humanisme, spirituel, plus philosophique, et le peintre signe. Voilà, il signe ses œuvres. Oui, parce qu'avant, c'était vraiment anonyme. Anonyme, on ne sait pas. On ne signe pas. Personne. Non, on ne signe pas. On connaît parfois l'auteur d'une œuvre, mais on ne signe pas. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on peut dire que faire de l'art est considéré presque comme une prière. C'est de toute façon un don pour Dieu.
c'est vraiment quelque chose qui vient d'une grande spiritualité, d'un grand amour pour Dieu. Avec une connaissance des textes alors. Avec une Textes connaissance bibliques et de tout ça. ces textes. Autre. Et on doit dire aussi que l'art 11e, 12e siècle est fait par des gens énormément instruits. Ah oui. C'était réservé à une certaine limite. C'était... On ne pouvait pas apprendre peindre ou dessiner dans une école à cette époque-là, et surtout pas pour une femme. Les écoles d'art se sont créées au 18e, 19e siècle, elles étaient interdites aux femmes, mais surtout pourquoi? Parce que aux écoles, on a enseigné le dessin des nus. Ah, Et le nu c'est- était interdit. un truc de plus. Interdit pour les femmes. Pour les femmes, interdit aussi bien le nu d'homme comme le nu. De femme. Ainsi, des académies pour dames se sont créées au 19e siècle, mais dans ces académies pour dames, on On ne dessinait faisait pas de nu. Non, On faisait des faisait pas. natures mortes. Pas seulement, Des- mais en tout cas des Habillés. plâtres. Voilà, hein. oui, On oui. pouvait dessiner le plâtre d'un nu, mais pas Le un nu, modèle. pas un modèle. D'accord. Voilà, Oui. parce que une femme n'est pas... Une femme a des yeux trop fragiles pour voir Oui, bah un nu, hein, Oui, c'est sûr. probablement. C'est sûr. Étudier le dessin et la peinture est pratiquement impossible pour une femme, longtemps, pendant des siècles, si elle n'est pas fille d'un peintre. Ah. Et là, il y avait une petite C'était- ouverture. Là, les choses changent. Parce que, ou peut-être à la limite épouse d'un peintre, les femmes peintres en plus, pourquoi on ne les connaît pas, changent parfois le nom après le mariage. Alors on perd leur trace. Parfois ils renoncent à la peinture parce que leur tâche d'épouse, de mère devient trop prenante. La volonté constante des historiens d'art de taire les noms des femmes peintres par pure misogynie culmine au XIXe siècle. Ça va jusqu'à la falsification d'un nom de Judith Leister, je vais parler d'elle plus tard. tard, oui. Elle a une telle qualité de peinture, une peinture hollandaise, reconnaissable. Elle a une telle qualité qu'un marchand d'art au XIXe siècle falsifie son nom et change sa signature. Il attribue les œuvres de Judith Leister à Frans Hals. Frans Hals est un énorme connu artiste des Pays-Bas et il vend des tableaux de Judith Leister sous le nom de Frans Hals. Alors, Et c'était- elle pouvait rien dire. Enfin, c'était, Non, ils étaient déjà morts. C'était déjà, elle était morte, d'accord. Ouais. Et c'était parce que c'est plus facile de vendre à un homme ou Ah, au c'était à 19e, cause de bien ça, sûr. hein Et pas seulement au 19e, vous allez voir. hein. Oui. Parce que on doit dire même aujourd'hui, les œuvres d'un homme sont d'office Plus plus chères. chères que les œuvres d'une femme. Encore aujourd'hui. Mais il y a encore du boulot. hein. Il y a Mais c'est encore pour un ça que peu t'es là de ce boulot. soir. Longtemps, les historiens d'art et les critiques ridiculisent les femmes, réduisent leur art en art mineur. On leur attribue des thèmes comme des paysages, des portraits des enfants, des choses mineures, des natures mortes. Qui dit thème mineur dit art mineur. Mineur. Et nous faisons le calcul. Ça date de 100 ans, 150 ans. Oui, c'est pas... Oui, c'est pas très loin. Alors, c'est pas c'est si pas vieux. très très loin. hein. Aujourd'hui, on peut dire, dans les écoles d'art, on trouve presque plus de filles que de garçons.
Et en 1970, pour la première fois, des femmes dans l'histoire de l'art sont à l'origine d'un courant dans l'art. C'est l'art de l'appropriation et c'est Cindy Sherman et Barbara Kruger qui ont initié, inventé, entre guillemets, cet art. Tandis qu'on regarde du côté des acquisitions par l'État, je connais des statistiques de l'État allemand, le constat est une œuvre sur 3 achetée et créée par une artiste. Une œuvre sur 3. Et les œuvres des hommes sont en général 10% plus chères. Mais les femmes viennent en force. L'histoire des femmes peintres est étroitement liée à l'histoire de la femme d'une part et d'autre part, la femme dans l'art partage les conditions de création artistique étroitement avec les hommes. Leur histoire n'est pas autrement dans la vie de tous les jours. Si on regarde au Moyen Âge, j'ai dit les peintres travaillent dans l'anonymat. La création est une offrande à Dieu. Un nombre important des abbesses sont à l'origine sont originairement de la noblesse, donc des femmes très cultivées. Les noms des abbesses sont connus, donc on sait qui a fait une illustration. Mais on peut dire en général, on ne sait pas qui était enlumineur d'un livre. Ce qu'on peut voir, ça a commencé un peu par les enluminures. Oui, absolument. Les femmes ont commencé dans les enluminures. Oui, parce que c'était aussi bien dans les monastères des femmes que des hommes qu'on a donc elles produit ont, des ils livres. ont commencé, oui, d'accord. Ouais. Il y a une femme très connue, c'est Herade de Landsberg en Bavière, mais surtout une qui est connue pour 1000 autres choses, c'est Hildegard von Bingen. Eh bien, on va voir sa photo. On va voir sa photo. Tu vas nous expliquer. C'est pas sa photo, c'est une de ses peintures. Non, ça c'est déjà plus tard. C'est qui alors? Andriola Barakis. Ah, alors von Bingen. Mais Hildegard von Bingen, on n'a pas peut-être. Je ne suis pas sûre. Non, c'est Andriola. Alors on l'a pas. Mais c'est pas grave. Tout le monde connaît Hildegard et elle-même a illustré ses écrits. Dans l'ancien XIIe siècle. Plus tard, pendant la gothique, on a justement Andriola Barakis. Barakis, alors. Donc, on aurait deux représentations de tableaux. Oui, c'est ça. Vous voyez là un fond en or, donc très gothique encore, mais ce n'est pas une miniature, c'est un très grand tableau. Et Andriola, nous sommes au XVe siècle, peint des grands formats. Elle est abbesse, mais elle peint des grands formats à l'huile. Ah oui. Mais là, c'est déjà une scène super composée, avec des enfants. Elle est absolument pas inférieure aux hommes. Ben non. Ici, on a la peinture à l'huile sur bois, comme à l'époque, mais en plus, elle peint à l'huile. Et peindre à l'huile est à l'époque, quelque part, une révolution. Peigner à l'huile sur du bois, alors? Oui, sur des panneaux de bois de peuplier. Et avant, on ne peint pas à l'huile. On peint à la tempéra à l'œuf. La tempéra à l'œuf, c'est le pigment de couleur qui est mélangé à l'œuf entier, ou soit, selon les techniques, au blanc d'œuf, ou au jaune d'œuf. Donc ils fabriquaient leur couleur, C'était un long procédé. Le grand peintre Jan van Eyck, un peintre flamand, développe, voilà, nous avons une peinture de Jan van Eyck, développe cette peinture à l'huile. Et pourquoi les peintres
prennent à partir de là surtout la peinture à l'huile, c'est parce qu'on peut donner beaucoup plus de profondeur aux scènes. On a la possibilité de rendre les matières, comme ici le turban ou une fourrure. C'est beaucoup plus facile avec la peinture à l'huile. Parce qu'il y a déjà des rouges là qui sont... Je ne trouve pas trop, peut-être avant. Parce que sur le dessin d'avant, de Barakis, là, il y a un rouge au fond qui est vraiment assez... elle est sur or. Il est oui, mais lumineux. La tempera devient un peu plus mat avec le temps. Donc là, Van Eyck... Van Eyck, qui fait donc la peinture à l'huile, la développe. Et la peinture à l'huile, c'est quoi? C'est le pigment. Toujours le pigment, c'est la base. Et on mélange ça à l'huile de lin, à l'huile d'œillette, à l'huile de cartame. Et on doit peindre comme diluant avec la termentine. Tandis que pour la tempera, c'est l'eau, tout simplement. Alors donc, si je comprends bien, Van Eyck, il a inventé l'idée de Barakis. Non, pas du tout. Non. Il avait déjà commencé ensemble. On doit s'imaginer, l'Europe a existé à l'époque. Oui. Les peintres se connaissaient entre eux, ou alors au moins les œuvres. Donc c'était dans l'air, quelque part. D'accord, c'est un truc qui... Oui. Et c'est souvent, on retrouve ça souvent même maintenant, des choses dans différents pays qui naissent la même chose. Oui, oui. Et cette technique de l'époque, de peinture à l'huile, on dit aujourd'hui c'est la technique des anciens, la technique des maîtres, parce qu'on peint couche par couche. Alors par exemple, pour rendre une peau vivante, on doit faire en général une couche vert clair ou bleu ou bleuâtre. Et à chaque fois, le peintre est obligé de laisser sécher. D'attendre que ça sèche pour remettre une autre couche. Et on travaille gras sur maigre. Ça veut dire on ajoute de plus en plus de l'huile, plus on va vers la fin. Avec une peinture comme ça, les impressionnistes étaient impossibles. Les impressionnistes pouvaient travailler parce que l'industrie a inventé la peinture à l'huile préfabriquée en tube. Ah oui, donc là est arrivé... et c'était à quelle période alors, au temps des impressionnistes, au 19e siècle. Et à partir de là, on travaille à la prima, ça veut dire dans une seule couche. On ne fait plus cette technique couche par couche, mais on travaille. Tu mélanges avant alors? Non, on ne doit rien mélanger. Ah, oui. On prend les couleurs. On prend la terre-brontine, le tube, et voilà. La terre-brontine, oui, voilà. Et comme ça, on peut aller dans la nature. Ah oui, il y avait l'histoire là aussi, oui. Faudrait que tu développes l'histoire d'aller dans la nature, parce qu'avant, ils allaient voir et revenaient dans leur atelier. Parce qu'ils ne pouvaient pas fabriquer sur place, venir avec tout leur attirail. Une peinture à l'huile, c'est fait. Si on voit un paysage du XVIIe siècle, le paysage est peint dans l'atelier. Le peintre a fait peut-être une aquarelle, une gouache, un dessin. Quand même quelque chose, un brouillon, je ne sais pas, mais ou alors dans oui, mais ce sont souvent des paysages reconstitués, à leur idée. Quelque part idéalisés. Ah, voilà, oui. Des très très beaux paysages, mais vraiment idéalisés, on peut dire. Oui. Mais des petites choses de dur, par exemple, existent en gouache qu'il a fait certainement dans la nature. Alors, cette abbesse Andriola de Barakis est moderne. Moderne comme son grand, connu collègue Van Eyck. Andriola, on a oublié, et Van Eyck, non. C'est vrai. Van Eyck, il est encore très connu, il n'y en a pas. Alors, on va parler d'une autre femme. Katharina von Hermessen. Alors, je pense j'espère que je ne me suis pas trompée. Voilà. L'ascension du mont Calvaire. Vous voyez, c'est très complexe. C'est très complexe. Oui. C'est pas mineur. Pas du tout mineur. Et elle est
fille d'un peintre. Ah oui. Elle vit à Anvers et elle est admirée, elle a la grande chance d'être admirée par Marie d'Autriche, qui est reine de Hongrie, reine de la Bohême et gouvernante des Pays-Bas. Donc Katharina et son mari partent avec Marie d'Autriche plus tard à Madrid, où Katharina devient peintre à la cour. Alors, Et elle peut vivre aisément. C'était la première femme qui était Officiellement, dans une cour. Dans une comme cour, ça, ouais. oui, on peut dire. Et là, on reconnaît une image biblique, on va dire. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Oui, Il y a les quand même thèmes la sont crucifixion. toujours Ça, c'est bibliques. Ils deviennent plus tard, on a des thèmes de la mythologie, mais c'est un prétexte pour pouvoir peindre des Pour femmes peindre nues. des femmes, ouais. Ah. Alors ça, Une autre elle s'appelle femme. Hermesen. Alors, ah oui. Lavinia Fontana. Alors, Lavinia elle. Fontana vit à Bologna. On a un tableau de la Sainte Famille d'elle. Voilà. Vous voyez la finesse des voiles, là, Les transparences. des transparences, oui. le drapé. Et puis la fenêtre au fond. Et, enfin, Oui. bref, c'est- Alors on donne drapés, très souvent une fenêtre avec un paysage pour que le regard va dans le loin. Alors à gauche, on a un partir, paysage. À droite. Et à droite, on a une fenêtre un peu opaque. Intérieur, Oui. intérieur, Oui, oui. avec typiquement du style Renaissance en haut de la fenêtre. Ah, d'accord. Et alors, donc, ces drapés, ces transparences, Lavinia Fontana, elle, elle a des petits personnages nus, là. Elle a pas mis de C'est des drapé. bébés. C'est un bébé, alors peut-être qu'elle... Un bébé en a le droit, vous Voilà. pensez? Je Non, ne je suis ne même sais pas pas, sûre. oui. Hein. Mais ce qui est en tout cas inhabituel pour l'époque, c'est qu'il y a des gens qui commandent chez elle aussi des scènes mythologiques. Et j'ai dit des scènes avec des nus. Avec des... Alors comment elle a fait? On ne peut pas dire comment elle a fait, et je pense tout simplement que les femmes professionnelles ont derrière des portes closes dessiné quand même des nus. Ce n'est pratiquement pas possible autrement. Lavinia aussi est la fille d'un peintre reconnu. Donc elle avait la possibilité de voir des nus, et elle a certainement, comme d'autres, travaillé dans l'atelier avec le père. Avec son père, oui. Mais ils ont travaillé sur un fil de rasoir, ces femmes. Parce que, n'oublions pas, nous vivons au temps de l'Inquisition. De l'Inquisition, oui. Là, Alors Voilà. justement, Donc l'Église catholique interdit les nus pour les femmes. Ces femmes-là, à mon avis, sont incapables de peindre ces tableaux-là sans avoir fait des nus. L'Inquisition médiévale est introduite en 1231 et tenez-vous bien, en Espagne, officiellement, elle va jusqu'à 1834. eh oui. Et il va L'Inquis- falloir faire beaucoup de combats. Qui dit, hein. oui. Il va y avoir L'Inquisition des romaine est supprimée en 1908. combats. C'est très récent. Normalement, c'était pour combattre l'hérésie. Mais après, venait cette hystérie contre les sorcières. Entre Ouais. 1550 et 1650 surtout. Alors, combattre l'hérésie, est-ce que tu peux juste développer l'hérésie? Qu'est-ce que c'est contre ces femmes Contre qui- les voilà. mécroyants. Contre les gens mécréants, qui oui. croyaient Autre chose. autre chose. Mhm. Là, je pense, pour la femme, c'est pas encore si dangereux comme plus tard où on se concentre sur les sorcières. Parce qu'une femme est vite sorcière quand elle sort du rang. Voilà, c'est ça. dès qu'elle n'est pas comme tout le monde, ou qu'elle fait les choses... Si elle peint, si oui. elle peint... C'est pas Si normal. elle peint des nus, c'est une sorcière. Possible. Même possible. sans les nus. Mm. C'est pas normal, une femme qui peint.
Non, Si. non, on Non, va c'est- pas si loin. Ah, quand non, même. non, on fait des commandes et tout. On va pas si loin. Mais la femme doit pas sortir des rangs. Oui, elle ne peut. Par exemple, on parlait de choses bibliques. Il faut pas qu'elle les interprète à son idée. Oui, Il doit pas y avoir- c'est ça aussi. C'est ça. Oui, on dit par exemple que un peintre qui avait trop d'idées personnelles avait des problèmes. Aussi oui. les peintres Ah, les hommes. hommes aussi. Ah, Oui, oui, oui. Il ne devait pas y avoir du tout d'interprétation dans leur tableau. Non, il a fallu quand même rester bien sous les directives de l'Église Mais ils catholique. se sont amusés quand Oui, même, c'était- non? Tu crois pas? Oui, je pense. Hein, Il je devait pense. certainement le faire. hein. La position de la femme est faible. Entre 1300 et 1700, on peut dire 80% des gens brûlés sur les bûchers étaient des femmes. Hein. Donc la femme courait toujours un danger. Et elle était considérée par les hommes de l'Église surtout comme être vraiment de deuxième zone. Elle était pour l'homme une tentation, un être faible, changeante, écervelée, peu fiable, incapable de réfléchir, pourvue d'un cerveau peu développé et quoi encore. Et pourtant, elle faisait peur alors, puisqu'on les brûlait. Exactement. Ah, c'est Elle faisait contradictoire. peur. Dès qu'une femme était, par exemple, un peu savante, elle était peut-être sorcière. Parce que ce n'est pas possible par la nature qu'une femme Soit savante. a du cerveau. Ah oui, oui, oui. D'accord. Nous continuons avec Lavinia Terlinck. Vous voyez le portrait d'Élisabeth Ier d'Angleterre, donc une femme puissante, une femme de pouvoir. À la cour d'Angleterre travaillait le célèbre peintre Hans Holbein. Il est mort de la peste et Lavinia Terlinck a pris sa suite. Nous avons très peu de tableaux de Lavinia, parce que Lavinia était fort critiquée par la société anglaise et après sa mort, on a détruit en partie ses œuvres. Je ne sais vraiment pas pourquoi, on ne trouve pas les raisons, mais on n'a pas beaucoup d'œuvres de Lavinia. Pourtant, elle était une femme importante, parce que dans l'histoire de l'art, Hans Holbein compte beaucoup. Suivre dans son poste à la cour d'Angleterre est vraiment énorme pour une femme. Donc, elle était une femme Reconnue, on va importante, dire. reconnue de son temps et négligée complètement après. Vous voyez, ce tableau Il est est magnifique, un hein. tableau dès l'époque apparente. Oui. On voit la reine est presque pas humaine, elle est presque en bois, ça veut dire elle doit se tenir officiellement, mais elle arrive magnifiquement de montrer là les différents tissus, le brocat de la robe rouge, les passementeries, le velours, les bijoux, les cheveux, la couronne. Tout ça est magnifiquement peint. C'est suggéré même dans le rouge, là, il y a des dessins qui sont Oui, suggérés. oui, c'est un damas. Et qui, hein. oui, et Oui, qui reprennent les plis. Enfin, c'est vraiment du grand art. C'est Mais- du grand art oui, et oui, il n'y a oui. pas de raison pourquoi on a détruit ces œuvres. On ne sait pas quoi. Mais il en restait quand même quelques-unes, ils ont pu en retrouver. Celle-ci. Oui, bien sûr. Celle-ci, Mais bon, dans celle-ci. elle aussi est fille d'un grand peintre D'un grand- Ah oui. enlumineur. On a pratiquement que des filles de peintres. Sauf, il y a toujours des exceptions. Les sœurs Anguissola. Alors Les là, sœurs Anguissola sont les filles d'un noble. D'un noble qui donne la même éducation aux filles comme aux garçons. Donc, ils ont une excellente éducation, latin, musique, philosophie, mathématiques.
Mais là-dessus, elles apprennent la peinture chez des maîtres. C'est une exception, j'ai dit, c'est un homme d'exception, une femme, un couple d'exception qui fait que les filles ont la même éducation, mais peuvent en plus être peintres. C'est rare si on n'est pas du milieu. Elles ont le droit et en plus elles sont encouragées par leur famille. Oui. Toutes les deux. Toutes les deux, enfin ce sont 4 filles, mais 2 laissent tout doucement tomber la peinture, une va même au couvent. Et Lucia... Alors là, ce qu'on vient de voir, c'était Sophonispa. Elle a un prénom, je te le laisse dire. Imprononçable. Sophonispa. Elle a un tableau là, un jeu d'échecs. Oui. Vous voyez, à l'époque, on aime d'aller plus loin. On donne toujours un paysage, au fond, qui va donc vers le lointain. C'est certainement aussi pour démontrer que, comme peintre, on est capable de faire tout. Et c'est une scène vraiment très, très familiale, la servante à droite, la mère, je suppose, avec les 2 enfants, joue aux échecs, ça veut dire une famille instruite. Ah oui, déjà, les échecs, oui. Voilà. Alors ça, c'est donc la première, on va dire, vu qu'on n'arrive pas à dire son prénom. Oui. Et elle Sophonispa, est une femme qui contracte un mariage de raison, elle divorce, et après elle se remarie, et c'est absolument pas approuvé par sa famille, mais elle arrive quand même, parce qu'elle a un tel succès comme peintre, qu'elle peut renoncer au soutien financier de sa famille. Tandis que Lucia... alors, ça, c'est la sœur. Lucia est la sœur. C'est un autoportrait, c'est ça? Un autoportrait. Sa sœur est peintre professionnelle, mais avec le temps, elle peint moins que sa sœur, Sophonispa, et elle semble même, vers la fin de sa vie, presque renoncer à la peinture. On peut dire, peut-être aussi, elle arrête petit à petit de peindre parce qu'elle se marie. Ça peut être une raison, parce que les tâches comme mère au foyer, avec les enfants, peut faire qu'on arrête de peindre à l'époque. Parce qu'on a trop de travail, ou parce que le mari intervient un peu pour faire arrêter? Aussi. Les deux? Oui. Mais alors toi, Béate, alors on va revenir dans le présent, là. Hein. Oui. Toi, tu es mariée. Oui. Tu es aussi artiste peintre, donc on va parler un petit peu de toi là quand même. Quelques minutes, personne ne t'a mis de bâton dans les roues. Voilà, Ah bah surtout pas mon mari. Surtout pas ton mari. Bonjour, il est avec nous sur le plateau. Aujourd'hui, ce n'est pas une raison d'arrêter la peinture, ni avoir un enfant, à mon avis. D'entamer une carrière professionnelle, on peut. Je ne pense pas qu'il y a un obstacle pour une femme. Il y a peut-être des féministes qui crient le contraire, je ne sais pas, mais je ne crois pas. Toi, tu n'en as pas eu, en tout cas. Moi, je n'ai pas. Tu n'en as pas eu, et pareil, je voudrais dire, parce que certains ne te connaissent pas, tu es malade, tu es atteinte du syndrome post-polio, hein, donc ce qui fait que tu as un certain handicap qui t'a obligé d'abord à abandonner un petit peu pour l'instant la peinture à l'huile. Oui. Et donc je te laisse en parler, mais... Oui, mes obstacles viennent ni du mariage ni d'un enfant, voilà. Ils viennent de ma santé. Donc j'ai eu la polio et l'évolution de la polio, ça veut dire les syndromes post-polio, ont causé une faiblesse des bras encore plus forte qu'avant, et
ça m'a contrainte de renoncer à la peinture à L'huile, tu faisais de l'huile à aussi. l'huile, grand format. C'était douloureux, je ne dis pas le contraire. Je vais peut-être essayer de faire des petits formats, mais ça ne me tente pas trop. Je ne sais pourquoi, mais peut-être je vais essayer dans les prochains mois. Mais j'ai trouvé peut-être mon bonheur parce que en renonçant à la peinture à l'huile, j'ai découvert le pastel sec pour moi. Qui est beaucoup plus facile, puisque ça ne demande pas de... Oui, Enfin, je facile, peux tu non, mais travailler facile, non, mais Oui. pour son... Elle pour a mes aussi- bras. Voilà, pour ses Donc bras. je n'ai qui est plus ce mouvement Voilà, c'est là pas le même à faire mouvement, pour ça que je dis facile. à plat. Et je peux pas non plus poser une toile par terre et travailler debout comme font bah d'autres oui. peintres. Donc pour moi c'est obligatoire d'avoir une table. Oui, tu Et- travailles à plat. Donc tu es Oui, obligé à d'être- plat et le pastel sec me permet ça. Ça ne veut pas dire que que ce n'est pas fatigant. Parce non, qu'on oui. efface pratiquement le pigment. Le pastel a peu de liant. Le pastel sec est presque que le pigment. Et on efface ça sur un papier velours effacé. On l'étale. C'est un travail. Mes doigts sont très usés. Je pense Oui. parfois un peu ouverts. Mm. Donc, ce n'est pas rien. Oui, mais c'est parce que Oui. tu travailles intensément. Oui, et sur des grands formats. Ah oui, oui, oui. Bah, d'ailleurs, on va pouvoir découvrir... Hein, Oui, mais avant, avant de le découvrir, on va peut-être. Nous, on a remarqué que tu donnais un titre à tous tes tableaux. Ah oui. Parce que Ça serait qu'on en parle pour avant, préparer oui. le diaporama qu'on va voir, tu nous as dit, on va mettre celui-là. Donc à chaque fois, il y avait Il y un a- titre. Comment deviennent les titres avant, après, pendant la création? Ça dépend. En général, en travaillant, je travaille sans esquisse et sans idée préfabriquée. L'idée vient... Et bien en travaillant, et parfois je change même l'idée En route. en route Mhm. du travail. Et ainsi, il ne faut pas me prendre pour quelqu'un de débile, je parle avec mes êtres qui sont sur le C'est papier. bien. Ils te répondent. Oui, Tu vois. oui. Ils me répondent oui. et peut-être ils me répondent en allemand, en français. Alors, c'est ce Oui, qu'on c'est se ça. demandait. Est-ce que... Oui. Je ne Quand sais tu- pas. parce que oui, Elle ne sait on pas. a oublié de dire aussi, enfin bon, les gens s'en sont sûrement rendus compte, mais tu as une double culture, hein, tu es allemande, franco-allemande, donc tu as double culture. Donc on se posait la question, est-ce que quand tu peins, tu penses en allemand ou en français? Ça, je ne C'est- peux pas dire. Tu peux pas dire. Non, mais je crois quand j'ai trouvé le titre, quand le titre m'est venu, Il est en peut-être je français ou parle en dans allemand cette langue. Ça dépend. C'est vrai que tu as des titres, tu nous as parlé en allemand et d'autres Oui. en français. Et qui n'irait pas du tout. Donc ce si qui on nous changeait. avait, voilà. Oui, que je ne peux pas traduire parce qu'il y a des différences dans les langues et en allemand on peut créer plus facilement un mot, Oui. qu'en français. Et donc je ne peux pas dire dans quelle langue je peins, dans quelle langue je pense, Pendant que tu peins. dans quelle langue je rêve, je ne sais pas. Je suppose pendant la journée, mes pensées sont plutôt en français, mais dans l'atelier. T'es évadé Voilà, de toute bah, façon. voilà. Et de temps en temps vient un titre en anglais, quand je veux donner un titre qui a peut-être un peu à voir avec la pop musique ou quelque chose comme ça. La musique. D'accord. Si la musique t'influence pas, ça devient de l'anglais. Oui. Et si le mot est une phrase presque, donc là c'est l'allemand parce qu'on sait que les Allemands ça fait une contraction et ça fait un seul mot. Oui, oui. Donc oui, parce que c'est s'il vrai. fallait que tu dises quelque Ça chose devient qui va faire lourd une en phrase, français. voilà. Ouais. Mais tu as beaucoup de titres en français aussi. Ah oui. Hein, beaucoup Les d'adjectifs, oui, tout ça. ouais. Donc, Ouais. on va voir Bon, on va tous tes pas- derniers tableaux. Ça c'est vraiment le dernier sûr. travail. Hein. D'ailleurs il y en a. un paquet. Tu venais de Ouais. finir. Hein, quand Le on dernier est temps, avec le pastel sec, je travaille beaucoup sur les lumières, sur les contrastes de la lumière et de l'ombre.
Mes ombres sont colorées, pas des ombres noires. Je peins beaucoup les mains qui veulent dire toujours une action. Elles sont souvent présentes. Hein. Oui, et parfois même une culpabilité, les mains par exemple. Toujours important chez moi les yeux, parce que les yeux expriment beaucoup. Et comme toujours, des états d'âme de mes êtres, Et oui. que j'observe chez les gens. Beaucoup de femmes, c'est sûr, mais aussi des hommes, vous allez voir. Alors là, on a dans le diaporama, évidemment, puisque cette soirée c'est sur les femmes, il y a un maximum de femmes. Oui, c'est vrai. Alors on va voir le diaporama des dernières œuvres de Beate. green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun. Alors la dernière image de ce diaporama, c'est vraiment le dernier. Il était encore sur la table, il venait d'être fini. Enfin, je ne sais pas, c'est ce qu'il était fini. Le dernier trait que tu as fait avant qu'on parte. Oui. Mais enfin, je suppose que depuis qu'on est parti, il n'y a pas si longtemps. Non, figurez-vous. Mais tu as dû recommencer. Non, figurez-vous, je l'ai laissé tomber. C'est vrai, hein? Ah mince alors. Mais j'ai fait 2 autres. Ah, voilà, je me disais aussi. Mais alors, est-ce que tu peux travailler sur plusieurs en même temps ou... Jamais. Jamais. Hein, non. Mais ça m'arrive, là j'ai fait donc le dessin pour commencer et il y avait une trop longue pause. Je n'ai pas pu travailler pendant 2 jours et c'était parti. Ça me disait plus rien. Tu n'avais plus donc, l'inspiration. Donc, je l'ai mis de côté. Tu le retrouveras. Tu reviendras. Peut-être. Alors, on va continuer notre thème hein, et on passe au XVIIe siècle, pardon, avec Leicester Judith, la dernière goutte. Alors, tu vas nous parler d'elle et là, on va voir 2 tableaux de Leicester. Alors, donc, on change. Hein. Oui, ça c'est vraiment la peinture flamande. Judith Leicester est de Haarlem. Elle vit entre 609 et 660. Elle est mariée à un peintre. Elle est très connue de son vivant. Il faut dire aux Pays-Bas à l'époque, donc du XVIIe siècle, on est gourmand de la peinture. On observe que je connais une lettre d'un banquier florentin qui écrit à la maison en disant aux Pays-Bas, c'est étonnant, tout le monde qui est un peu aisé commande la peinture, a des peintures à la maison. Ce sont très souvent des natures mortes, d'ailleurs la nature morte est une spécialité des Pays-Bas, et beaucoup des scènes de genre, on dit ça veut dire des scènes vivantes de gens de tous les jours, des musiciens, des buveurs,
des scènes chez les paysans, à table, et voilà. Donc ici, on voit une scène très intime, une femme qui lit ou écrit une lettre, une magnifique lumière. Est-ce que j'ai à dire, il y a la lumière. Oui, Monet, donc peut-être il y a une connaissance de Caravaggio, qui sait. Et il y a une intimité entre l'homme et la femme qui est très touchant. Donc il ne faut pas croire que les femmes étaient tellement dénigrées par les hommes à ce point. Comme j'ai dit tout à l'heure, apparemment elles étaient aimées aussi. D'ailleurs, le titre, c'est la proposition. Oui, donc, la proposition. Voilà. est-ce que l'homme Propose lui donne quoi? quelque- Le mariage ou un rendez-vous intime ou Chacun verra ce qu'il veut. voilà. Mais on voit quand même qu'il est en posture de proposer, proposer. oui, gentiment, mais... Oui. Donc, Continue à Judith Leyster, elle était très connue. Elle était très connue et j'ai dit tout à l'heure qu'un marchand d'art du Oui, t'en as 19e parlé tout à l'heure, siècle justement. a donc falsifié sa signature. Elle fait une peinture comparable à la peinture de Frans Hals. Et Frans Hals, le nom Frans Hals était dans tous les livres de l'histoire de l'art, connu comme tout. Donc, on peut vendre sa peinture aisément au 19e siècle et très cher. Comme il n'y a peut-être pas assez de Frans Hals, Allez. il a pris vite fait Judith Leyster qui est comparable et a dit, ben voilà, ça c'est un Frans Hals. Elle a la même vivacité, elle a les mêmes sujets, elle a une peinture de très grande qualité, alors on Ça peut le passe. faire. Et ça passe. Cette falsification est bien sûr vérifiée aujourd'hui et beaucoup des tableaux attribués à Frans Hals sont d'elle et aujourd'hui on va réviser dans les musées et dans les livres Même- sur oui, l'histoire donc la signature. Même les musées ont des faux, on va dire, finalement. Oui, oui, bien sûr. Oui. Même les musées Oui. ont les faux. Et je pense les collectionneurs qui avaient des faux Frans Hals Oui. ainsi ont tout fait que Judith Leyster devient chère aujourd'hui. Ah ben voilà, Parce oui. que sinon, leur collection Ne valait plus vaut- rien. Voilà, ne valait plus. Comme quoi, hein. Alors, on continue avec Louise Moillon. Alors, toujours dans la peinture flamande. Elle vit à Paris, Louise Moillon, mais elle connaît très bien la peinture flamande. Louise correspond parfaitement à l'idée qu'on se fait de la femme peintre, parce qu'elle peint des natures mortes. Un sujet mineur, n'est-ce pas? Un sujet mineur, donc un sujet permis aussi. Elle ne court pas des risques, elle n'a pas besoin des modèles d'autres que des fruits, des légumes et des plantes. Donc, pas de risque d'être une sorcière, absolument pas. Non, manger on peut. Et à Paris, c'est une peinture pas très, très estimée. Pourquoi? Je pense la nature morte, l'expression nature morte en français est négative. Elle a une connotation négative qu'elle n'a pas du tout dans les pays où on a pratiqué beaucoup plus cette peinture. En anglais, c'est still life. En néerlandais, c'est Stillleven. Et en allemand, c'est Stillleben. Ça veut dire vie calme, vie tranquille. reposante. Ce n'est absolument pas, Pas la morte. mort. Oui, comme C'est la morte. vie. C'est le contraire. D'ailleurs, Donc- les asperges, c'est quand même, Oui. pour l'époque, des légumes qui n'étaient pas Oui. très Ce qui est courants. incroyable, qu'on voit même des asperges, des figues, des citrons sur certains tableaux. C'est une opulence qui, dans le fond, dit que c'est beau de vivre, qu'on peut vivre très bien, qu'on a tout sous la main, quand on a une petite aisance, je suppose. On peut tout se permettre, on peut tout acheter au marché et on peut tout manger.
La nature morte montre une opulence et quelque part une joie de vivre qu'on n'admet pas en France. Ce n'est pas aimé du tout. Mais aux Pays-Bas, très 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 prisé. Il y a beaucoup de peintres au XVIIe siècle, des femmes peintres. Je peux citer encore des noms. Oui. Clara Peters Oui. à Anvers. On a une photo. Ouais. Enfin, une photo. Oui, une photo. Une photo de Là, d'Atamo. vous voyez Alors donc là, oui. une scène de table, des tourtes, vous voyez à gauche un citron, les olives, Mhm. hein, et on est à Anvers. Les raisins Hein? secs. Oui. Et les olives ne viennent pas d'Anvers. Ouais, hein. c'est sûr. Hein. Voilà. Oui, oui. Donc la volaille, Ni le citron, d'ailleurs. les citrons d'ailleurs, et même pas de la Provence. Voilà, ça vient au moins d'Italie. hein. Oui, c'est donc oui. C'est une représente table très très de riche, riche, hein, voilà, de oui. riche avec le vin aussi, le sel très important. Et le couteau ciselé. Oui, Enfin, il y a- et une magnifique Galette, hein, ça, une magnifique nappe. hein. la nappe. Oui, oui. la nappe. Donc c'est une grande richesse. Josefa Obidas, Alors oui, c'est la photo d'après. qui vit Alors, à Séville, Voilà, on tu a- n'as pas trouvé. Non, on n'a rien trouvé d'autre parce que, enfin, s'il y en avait, mais comme on ne savait pas si c'était Bien. si ou pas. c'était exact, Oui, voilà. oui. Donc, Alors, sans il y en a doute, des- abstiens-toi. Josefa Obidas vit à Séville et elle peut se payer le luxe de refuser la nomination de peintre à la cour de Portugal. Alors, Elle a tout simplement pas envie. elle a du Alors, caractère. elle fait alors, pas. hein. Et elle a continué quand même. Elle a apparemment pu continuer sa peinture sans aucune contrainte financière. Et ce qu'on voit à l'écran, là, c'est quand même une de ses peintures. Oui, Oui, Hein? oui. oui. Donc, Fortement craquelée. Vous oui, voyez elle est quand même, craquelée, hein. oui, mais bon. Bien elle- sûr. La elle a peinture pas à 10 ans. l'huile dessèche tout de même avec le temps. hein. Je dois dire entre parenthèses, là, le panneau de bois, on a changé entre-temps contre la toile de lin sur châssis. Là, c'est encore du bois. C'était du- Je peux pas On dire sait pas. si c'est du bois Oui. ou je suppose plutôt la toile. Déjà, de la lin. Non, parce que toile. tu as vu craquer comme ça, je pense pas que c'était. Enfin, je sais pas, sur le bois. Si, ça C'était- craquait. craquelait, mais oui, ouais. oui, même les deux. Oui, oui. Nous avons Mary Beale à Londres, Alors qui- là, j'ai pas. au j'ai top pas- de sa carrière. Elle fait une énorme carrière. Elle est complètement oubliée aujourd'hui. Elisabeth Sirani à Pologne, Raquel Ruiz à Amsterdam, Rosabella Carriera à Alors là, Venise. voilà, voilà. Là, Voilà, C'est Rosalba Carriera. voilà. Là, vous voyez Alors là, une c'est peinture déjà- très délicate. Oui. oui. Et elle ose de donner l'éclat aux yeux. Regardez, c'est pas un blanc. Non, non, c'est un bleu, bleuté, là. Donc, elle a une peinture d'une grande délicatesse qui est une peinture vénitienne, on peut dire. Un historien d'art reconnaît la peinture vénitienne. À Venise, les femmes blondes étaient très en vogue et une femme qui voulait que ses cheveux deviennent plus clairs faisait un effort pénible d'aller au soleil. Mais au même temps, il n'a pas fallu bronzer. Alors on a inventé des très grands chapeaux qui couvraient tout. Et au Sauf les milieu, cheveux, il y avait un trou. Mhm. Et Ah, on pour avoir du sortait bleu. les Ah, ouais. cheveux Pour et on les mettait pour les mettre au mouillés soleil. au soleil pour... les blondir. et c'est ça, le blanc Le blanc vénitien, vénitien. qui Wow. n'est pas vraiment un Blanc. blanc. C'était un autoportrait ou parce qu'on Non, non, je non, pense parce qu'on pas. voit que c'est Non, une femme je en train de pense pas. peindre, donc Ça se peut que c'est une allégorie de la peinture. Peut-être. Ah aussi. oui. on voit qu'elle a un pinceau. Une allégorie, elle a oui. le- c'est- Oui. Alors, on arrive vers la Renaissance et Alors là, c'est une naissance cruciale des apprentissages. Oui. Là, ça, il y a un basculement. Il y a un petit basculement. Enfin, on est en pleine période de changement en Renaissance baroque.
Toutes ces femmes qu'on a vues là sont des femmes professionnelles. Ça veut dire des femmes qui ont gagné de l'argent avec leur peinture. Et je pense que c'est quelque chose qui était tellement négligé qu'on pense aujourd'hui que ce n'était pas possible Oui, c'est vrai. que ces femmes On a ont du mal à existé. comprendre, hein. Une femme qui est très connue est déjà dans le baroque. Et c'est Artemisia Gentileschi. Alors, c'est la photo 17. C'est un autoportrait, c'est ça? Voilà, c'est un autoportrait. J'ai dit que la Renaissance a fait, la pensée de la Renaissance a fait du dessin un acte spirituel. Le baroque ajoute une opulence dans les drapés. Et ici, vous voyez Artemisia Gentileschi en autoportrait. C'est une allégorie à la peinture. Malheureusement, la photo est très foncée. Oui, le tissu elle est est pas- plus doré. Et elle n'est pas très visible, quoi. Ouais, la robe est beaucoup plus dorée. Et cette peinture, cette teinte du jaune doré est une spécialité d'Artemisia et sa clientèle est très friande de cette teinte qu'elle peint. Mais là, on la voit, elle est en mouvement, quoi. C'est Oui, vraiment... elle peint. Oui, hein, elle et on peint. voit le mouvement. Je sais pas Ouais. comment elle a fait pour rendre le mouvement, mais... On travaille avec des miroirs, bien sûr. Oui, hein. oui. Mais certainement, elle a fait des dessins préalables. Oui, parce que, bon, du premier coup, ce serait pas juste pour les autres. Elle vit à Rome. Elle est la fille du peintre Orazio. C'est une très belle femme, une très belle jeune fille. Elle est orpheline de mère. On dit d'elle, déjà toute petite, elle aime observer son père peindre. Mais ce n'est pas très bien vu dans la bonne société et Orazio est vraiment friand de la bonne société de laisser observer sa petite fille l'atelier, vu que dans l'atelier il se passe des choses qui sont interdites aux femmes. Ah, Donc Orazio prétend qu'il veut faire de sa fille une religieuse, ce qui est absolument pas vrai, et il enferme sa fille quand même un peu, mais il n'était pas pour autant des ragots, parce qu'Artemisia passe son temps à la fenêtre, et ça, franchement, ça se faisait pas. Impossible. Mais Artemisia est têtue, semble-t-il, et elle réussit de pouvoir apprendre tout officiellement la peinture chez son père dans son atelier, comme ses trois frères. Ses trois frères vont pas faire carrière, mais elle, va arriver à une grande notoriété. Sous silence, elle a le droit de travailler les nues. sous silence, c'est-à-dire qu'elle ne signe La pas. société ne le sait pas, Orazio Le laisse sait, faire. son père. Il engage son collaborateur et ami Agostino Tassi pour donner des cours de peinture encore à Artemisia, mais Agostino ne s'arrête pas là, il viole Artemisia. Et Orazio intente un procès, ce qui est très très rare à l'époque. Oui, à l'époque. Il entend un procès à Tassi, mais le chef d'accusation n'est pas viol. Le chef d'accusation, c'est pas recevable, viol, à l'époque. Hein. C'est le déshonneur qui a subi le père. Le déshonneur pour le viol de sa fille. Voilà. Et un peu pour vol de tableau. Eh oui. La victime est Artemisia, pas le père. Hein. Et on met Artemisia au supplice. Courante à l'époque. Pour
qu'on soit sûr que la victime dit la vérité. Et pour Artemisia, les juges sont particulièrement méchants parce que ce supplice est enserrer ses doigts dans les serres. Donc elle ne peut plus peindre. Ils vont pas si loin, mais ils mettent presque un arrêt à la carrière qui n'a pas vraiment commencé encore pour Artemisia. Mais elle reste toujours sur cette accusation que Tassi l'a violée. Il faut dire que Horatio arrive, Tassi est condamné, mais il a tellement des amis influents que la sentence est révoquée et Tassi part un peu pour se faire oublier. Pour Artemisia, ça peut dire, comme fille violée, elle va finir comme tante chez ses frères ou alors dans un monastère. Mais Horatio la marie le lendemain du procès à un peintre florentin. Une fille violée, on ne peut pas marier. À cette époque-là, Horatio arrive. Mais ce peintre est vraiment un vaurien et il dépense beaucoup de l'argent, il fait beaucoup de dettes. Artemisia, par contre, est heureuse de pouvoir quitter Rome pour Florence, pour se faire oublier à Rome. Après ce procès qui est vraiment un supplice pour elle. Et elle continue après. À Florence, elle fait carrière parce qu'un des plus grands mécènes, c'est Cosimo II de Medici, la prend sous les ailes. Il devient son protecteur. Mais le mari de Artemisia disparaît tout doucement, on ne sait pas comment, pourquoi. Elle élève ses enfants seule, tout à fait honorablement, pour les finances. Par contre, Cosimo le II meurt et après sa mort, elle n'a plus tellement de commandes à Florence, donc elle préfère retourner à Rome, auprès de son père. Elle accompagne souvent son père, après à Naples, après encore à Londres, où Horatio, son père, travaille à la cour d'Angleterre, où Artemisia aussi a des commandes. Artemisia est une peintre qui s'améliore toujours. Sa qualité va que en augmentant. Elle connaît pas mal des peintres du groupe de Caravaggio et elle travaille très fortement l'ombre et la lumière. On va voir un tableau qui s'appelle Marie-Madeleine de Artemisia. Voilà, vous voyez une énorme sensualité. Oui, c'est vrai. Cette Marie-Madeleine est vraiment, elle fond à l'idée de Jésus. C'est incroyable, c'est vraiment le summum de l'amour. Hein. Et est-ce que les femmes pouvaient exposer? Est-ce qu'il y avait des expositions de femmes? À l'époque, il n'y avait pas d'exposition. C'était pas, mais même chez pas des... d'hommes, même pas les Non, hommes. on pouvait dans certains palais, si on était invité, voir les tableaux, mais des expositions, non. Alors, elle passe de quelque chose de très sensuel comme ça à, on la voit, c'est un tableau qui s'appelle Décapitant Holoferne. Judith Décapitant voilà. Holoferne. Alors, Là, c'est oui. Oui. Alors ça, c'est un thème très prisé à l'époque. Hein. Judith est à droite sur ce tableau et vous voyez qu'elle a une grande concentration. oui. Elle ne regarde pas pudiquement à côté. Nous avons le même thème chez Caravaggio. Alors, on peut le mettre en
à côté, enfin un après l'autre, c'est la 20. Voilà. Voilà. Ah oui, Donc, c'est quand même assez similaire. Hein. Oui, mais vous voyez des différences vraiment énormes dans l'expression. Chez Caravaggio, Là, c'est Judith celui-là. semble, donc là, avec la blouse blanche, carrément effrayée. Elle prend une distance physique Oui, un peu. qui contredit l'effort de la décapitation. Oui, c'est vrai. Et la vieille servante semble dégoûtée, même. Hein? Mhm. Pourtant, le peintre Caravaggio lui-même est décrit comme homme d'une grande violence, un bagarreur peu fréquentable qui est vraiment violent. On a dit très longtemps qu'il était carrément un criminel. Mhm. Mais lui, donc, ne peint pas cette violence comme Le tableau dans d'avant. comme le tableau de... Là, on voit, voilà. Hein. Oui. C'est vrai que La position des bras chez Gentileschi a créé un dynamisme déroutant. Hein. La jeune servante retient Holoferne du haut. Elle le repousse sur le lit, tandis que lui essaye de se libérer et pousse de son côté. Donc ces trois bras ont une verticalité qui est contrebalancée par les bras de Judith, qui sont en diagonale, très dynamiques. Hein. Et ce enchevêtrement des directions donne une grande dynamique qui est soutenue en bas par les horizontales du le matelas. matelas. Gentileschi est ici une peintre vraiment du baroque. Hein. Oui, c'est Les énorme. perspectives qu'elle donne et la force électrique qu'elle exprime sur ce tableau témoignent d'un caractère de femme, à mon avis, indépendante, forte, voire même quelque part violente. Oui, parce qu'elle a subi tellement de choses. Sa vie a été tellement mouvementée qu'elle arrive à un moment où Oui, elle a du caractère. Quoi. oui. Ça c'est Mais vu ça dans se ressent dans ce tableau-là. cette peinture, hein. Oui, Ça, oui, parce que aussi d'autres tableaux d'elle comme Bethsabée, comme... oui, elle montre toujours une femme effrayée ou révoltée ou carrément un peu violente. oui. Je pense qu'elle a cette violence en elle, sinon elle ne serait pas arrivée. Mais d'ailleurs, dans le deuxième tableau, il y a beaucoup plus de violence dans son tableau à elle Ouais, que dans chez Caravaggio. Ouais. Sinon, Artemisia partage le sort des peintres en général. Ça veut dire qu'elle a souvent des difficultés de se faire plier. Des lettres de l'époque, même des lettres de Leonardo da Vinci, témoignent des difficultés qu'ont les peintres de se faire payer. Ils avaient des commandes, Ils avaient des commandes, ils les honoraient. ils honoraient livrés. Et ils n'étaient pas Et- sûrs d'être payés. Pas toujours. Même les évêques, les princes hésitaient pas mal quand il y avait un problème de budget ou tout simplement, je me demande parfois si on oublie Oui, Oui, c'était tout simplement de payer un peintre. Oui, c'est vrai. Une observation est importante. J'ai dit ici beaucoup de mal sur les historiens d'art et je le soutiens. Tu vas continuer. Mais je dois dire que les collègues masculins ont rarement regardé du haut leurs collègues femmes. Artemisia était amie avec des collègues hommes. La faute revient vraiment aux historiens d'art, quelque part introduit par l'opinion de Schopenhauer, qui a Du fait début. le mal. Chez les femmes, la capacité de création n'existe pas. C'est ce que tu disais au début de l'émission. Voilà. Donc, Et on arrive là Alors, ça mériterait... à cette misogynie
qui a duré jusqu'à 1970. Jusqu'en 70, voilà. Donc ça va laisser lieu à une prochaine émission parce que On est obligé. quand hein, on va parce que arriver là- à cette période, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses, beaucoup, et là ça beaucoup. se corse. Voilà, Oui, donc vraiment. là c'était compliqué de Alors, faire si ça se une corse, émission. si ça se corse, c'était déjà quand même Oui. assez, on va dire, misogyne. Alors, si ça se corse, Oui, au Mais- 19e, très mais on va laisser tout en suspens fort. Mhm. et on va Avec revenir, plaisir, on va oui. revenir à elle. On va revenir à bientôt. toi, oui, parce qu'on aimerait savoir un petit peu quels sont tes projets, Béa, tout ça. C'est que tu... Alors moi j'aimerais dire que bon, je sais que tu as été remarqué par un très grand critique d'art, hein, qui t'a envoyé un petit mot, qui s'intéresse à ton travail. Bon, je n'en dirai pas plus. parce que- Mais il a quand même décidé. Mais voilà, de s'occuper et de le fait Béate. que ce monsieur-là te contacte est quand même... Je n'aime pas parler de ça si un projet est juste un N'aboutit pas. projet. tant que c'est pas abouti. Je veux quand même parler seulement des faits. Mais c'est vrai, et je pense pour moi c'est très important que mon travail est remarqué en France par une des personnes les plus importantes au niveau critique d'art, même si j'ai parlé très mal des critiques d'art et des historiens d'art. J'espère qu'il Cet va homme continuer. Oui, est un peut-être homme qu'il pas du écoutait pas. 19e. Ah oui. C'est pas un homme des 19e. On est sauvés, alors. Il aime, il Non, mais aime les l'exception artistes. confirme la règle, il y en a des biens quand même. Voilà. Aujourd'hui. Aujourd'hui. oui. Dont Ouais. il fait partie, ce charmant monsieur. Oui. Donc, Ouais, on tu s'est vois bien la rattrapé. prise sous l'aile d'un critique d'art et ça te donne encore plus envie d'avancer dans le travail. On a vu un travail, mais énorme là, dans les 2 ou 3 mois qu'on est allé Oui. voir, là, entre la première fois Oui, et la c'était, dernière je fois. dirais même 2 mois. Hein. C'est C'était énorme. oui, Oui, je travaille Ça t'a- beaucoup. tu produis beaucoup. Je sens un besoin énorme aussi parce que, l'air de rien, j'ai 65 ans. Et je me dis, il me reste plus 40 ans comme avant. Donc, il ça faut dépend. que je travaille bien. Oh oui, Petite quarantaine, on va dire. Écoute, Petite quarantaine. Je vois quand même qu'on s'améliore seulement en qualité si on travaille beaucoup. Parce que ça ne tombe pas du ciel. C'est un travail, la peinture. Plus qu'on travaille, plus on élimine, mieux c'est. Et je suis arrivée là et j'espère d'arriver à encore beaucoup, beaucoup plus, d'arriver aux œuvres qui sont sublimes. Alors, on va vers le sublime. On va te remercier pour cette soirée vraiment pédagogique, Merci à vous. C'était très intéressante, intéressant. Alors, je et dois qui dire que- demande une suite, évidemment. Nous, quand on a préparé l'émission, hein, on s'est rencontrés plusieurs fois avec Béate. C'est vrai qu'on était... On a eu une petite partie de l'émission. Une petite On partie, était déjà et scotchés. voilà, donc là, il y a encore... J'espère que les internautes nous ont suivis avec plaisir. Alors, on va passer aux remerciements. Remercions Oui, c'est la vrai qu'on technique qui a su nous suivre. C'était un peu compliqué, hein, non? Non, mais ça est bien tiré, Comme c'est d'habitude. vrai, c'est hein. d'habitude, Le c'est- chat a été muet, mais on retrouvera quand même Laurence la prochaine fois. Dans 2 semaines, nous retrouvons... Alors, vous voyez, toutes les 2 semaines, on est là maintenant. Dans 2 semaines, nous nous retrouvons avec Charles Suberville. Excuse-moi, Charles, d'avoir mal prononcé. Donc, le 15 octobre. Et pour terminer l'émission, on va... Ah bon, on va redécouvrir Béate. Redécouvrir Béate dans un... Oui. oui, Béate. Nous étions venus chez toi et on t'a filmé en train de peindre. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens. Enfin, de Les peindre. pastels. Les pastels. Voilà. Ouais. Donc, Béate... Donc, je trouvais que c'était intéressant, ce petit diaporama est intéressant parce que là, tu es en plein travail. Et donc, comme ça, les gens vont pouvoir te découvrir en train de travailler. Mais Les on aura d'autres espions dans diaporamas. l'atelier. D'autres diaporamas à voir Voilà, donc, sur qu'on l'œuvre mettra à nu. dans l'œuvre à nu. sur Dans la l'œuvre à page de nu. l'œuvre à nu. Et demain, vous pourrez trouver les dédicaces de nos livres d'or. Ah oui, parce on que a oublié d'en Béate parler, oui. va refaire les 2 livres d'or. Je pense, elle va s'y coller. Donc, bonsoir à tous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir. À dans Au 2 revoir. semaines.
Bon, je te le dis avant. Maintenant, tu dois aller là parce que je vais mettre l'eau. Et peut-être ce serait bien pour la lumière d'ouvrir là. Tu veux que j'ouvre? Ah, comme ça. Oui, ils sont à l'italienne. Voilà. À l'italienne, exactement. Et l'autre? Non, ça suffit. C'est pour moi. Je pense qu'il y a une belle lumière aujourd'hui. Et je veux dire que c'est une bonne journée. Et je veux capter la lumière. Un petit sourire, peut-être. C'est une bonne journée. Il ne va pas pleurer. Non, 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 non. Pas aujourd'hui. Là, on peut dire c'est le commencement pour un visage. Et maintenant, je dois surtout travailler le regard. Ce que je ne peux pas faire tout de suite, ça doit un peu sécher. Et ça se peut que je peux même travailler seulement demain. Tout est important pour un visage. Pour un portrait, pas seulement les yeux, le nez, la bouche, mais aussi les oreilles. La forme des oreilles dit beaucoup sur une personne. Je ne peux pas faire beaucoup plus là-bas. C'est déjà un beau cadeau. Voilà. Merci. Merci.